À présent, je vais vous présenter donc diverses manières de faire des activités d'intelligence artificielle pour des enfants. Et oui, it will be in French, but the slides are in English. Donc déjà, en fait, en fonction du titre, qu'est-ce que j'appelle un enfant? Bien, alors je vais définir un enfant comme étant quelqu'un qui est plus jeune que moi. Du coup, c'est une bonne manière de le faire. Et en fait, les activités que je vais présenter durant cette présentation, elles ont déjà été testées sur donc des étudiantes, des collégiennes et des lycéennes lors d'écoles d'été de programmation, où elles n'avaient jamais entendu parler de Python. Certaines d'entre elles n'en avaient jamais entendu parler, donc de 12 à 18 ans, et des lycéens donc qui ont entre 17 et 19 ans. Voilà, où l'association ProLogin a eu l'occasion d'organiser des stages de découverte de Python. Mais alors d'abord, je vais vous faire un petit survol de à quoi ressemble le programme en informatique au collège et au lycée. Donc en fait, en 2012, il y a eu une nouvelle spécialité en terminale qui s'appelle informatique et sciences du numérique. Et ça a pas mal de succès parce que donc on peut valider au bac en fait en faisant un projet de programmation. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il y a de plus en plus de lycées qui l'adoptent. Et également en fait donc la spécialité majoritaire en terminale S, c'est bio. En fait, on a de plus en plus donc les maths et l'informatique augmentent. Donc cette spécialité ISN, il y a de plus en plus de jeunes qui l'apprennent, tandis que la physique décroît lentement. Voilà. Donc, alors juste ce diagramme en fait provient de slides d'un inspecteur général, donc vous pouvez les trouver sur internet avec d'autres informations, d'autres chiffres que je vais présenter ici. C'est la proportion de gens qui choisissent l'option ISN, pardon, ouais. Et du coup, ouais, c'est 11%, et tandis que voilà, la biologie, c'est 38% des étudiants qui la choisissent, des étudiants en terminale S. Alors Python, quand est-ce que Python est clairement présent dans les programmes, c'est donc en classe préparatoire. En fait, depuis septembre 2013, il a remplacé le langage Maple, donc pour faire du calcul numérique, par exemple avec NumPy, ou faire découvrir des bases de données avec SQLite. Et aussi en 2014, Python a été accepté à l'agrégation de mathématiques. Alors je suis un peu fier parce que je pense que c'est à force de les harceler en envoyant des mails que du coup c'est arrivé. Et du coup on peut faire de l'algorithmique en Python à l'agrégation. Alors donc ensuite il y a eu également en fait des options qui sont faites mais pas destinées à des scientifiques. Donc comme l'option ICN qui est l'informatique et création numérique en seconde. Et donc où il y a des diverses activités de représentation de l'information, algorithmique et programmation, réseau et protocole, et un peu comme ce qu'on a vu ce matin, donc de création numérique, c'est-à-dire vraiment pas Python seulement pour faire pour aider les mathématiques ou faire de l'informatique théorique, mais également pour voir comment on peut interagir avec du code. Et donc cette option, bon, comme elle est un peu jeune, il y a 5% des étudiants qui la prennent, ce qui représente quand même 27 000 étudiants, et dans 32% des lycées français, c'est-à-dire 800. Et après ça, en fait, elle est apparue également en première terminale L et ES, mais ça représente vraiment une toute faible fraction des étudiants, enfin pour cette première édition. Mais du coup, mais à l'inverse, en revanche, il y a aussi de la programmation qui apparaît dans le programme, donc Scratch au primaire et au collège, donc il y a dès le CM1, et donc ça représente 800 000 étudiants par niveau. Et juste cette année, là on en discutait, il va y avoir en fait un chapitre entier d'algorithmique dans le programme de mathématiques de seconde, mais Python n'est pas mentionné de façon claire dans les programmes, puisqu'on laisse quand même pas mal de liberté aux enseignants, mais de fait dans les manuels scolaires, en fait c'est Python qu'on voit souvent. Alors ce que nous on voulait faire en fait dans l'association, c'était d'imaginer des activités qu'on pouvait faire dans toutes les options que je viens de vous présenter, donc l'option ICN ou la terminale ISN. Et l'idée c'était de voir comment on pouvait faire quelque chose de simple et de très extensif et facile à préparer pour nous. Donc je vais vous présenter ces différentes activités. Alors la première c'est la génération de séquences. Ensuite donc on va voir en fait des bots pour des jeux très simples. Également comment on peut introduire des systèmes de recommandation pour des jeunes.
Donc tous ces trois-là relèvent un petit peu d'intelligence artificielle. Donc déjà, si je veux faire la génération de séquences, alors je peux faire de manière complètement basique. Je considère une règle où je veux dire qu'une phrase, en fait, c'est un nom, un verbe et un complément. Et du coup, en fait, on peut avoir un fichier qui va contenir plein de noms, un fichier qui va contenir plein de verbes, un fichier qui va contenir plein de compléments. Et on va aller tirer au hasard dans tout ça. Un petit peu comme la présentation ce matin du microbit, où il s'agissait de justement former des phrases comme ça au hasard. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple qu'on peut faire. Et du coup, là, les étudiants se rendent compte que, ah oui, mais le problème, c'est que dès qu'on sort du premier groupe, en fait, ça commence à devenir difficile d'avoir des phrases qui soient complètement correctes syntaxiquement. Mais c'est pas très grave. Mais ce qu'on peut faire également, c'est donc du coup la génération de phrases mot par mot. Okay. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, générer des phrases. Donc, vous avez des exemples de phrases. Je mange des cerises, je mange des bananes, je conduis des camions. Okay. Et en fait, à partir de ça, en fait, vous allez juste. Alors là, on s'appuie en fait, bon, là où on roule les enfants dans la farine dans ce code, c'est qu'on s'appuie sur un package qui permet de représenter des distributions de probabilité discrètes, c'est-à-dire, donc là, en l'occurrence, c'est Léa. Et donc ce que je peux faire, c'est de dire, je vais en fait définir donc, des états qui vont être les mots, et je vais sauter d'un état à l'autre. Okay, pour du coup, je vais considérer que pour chacune de mes phrases, je vais avoir plusieurs mots. Et du coup, à chaque fois, je vais dire, ouais, mais en fait, parmi les mots qui peuvent suivre le mot words i, bah, du coup, il y a en particulier words i plus 1. Et du coup, j'augmente en fait quelque part son poids, en fait, parce que comme ça, plus, là, vous avez vu, là, je mange, bah, ça veut dire qu'en fait, après je, j'ai 2 fois plus de chances, étant donné mon corpus, de tomber sur mange que de tomber sur conduit. Voilà, donc là, je vais augmenter mon poids. Et là, je vais déclarer mes états en fait, comme étant justement là où je m'appuie sur ce package. Et ainsi de suite. Et comme ça va me pouvoir le code suivant, ça va être la partie où je vais vouloir générer une phrase en partant du mot je, et que du coup, 3 fois, je vais afficher le mot et vouloir tirer un mot au hasard avec les poids, les pondérations qui vont bien pour afficher le mot suivant. Donc si j'exécute ça, hop. Alors ça va me dire que, hop, attention. Hop là, peut-être qu'il ne va pas vouloir non plus. Ok. Ici, je vais faire ce qu'il faut. Voilà, donc là, il m'a généré une phrase qui s'appelle « Je mange des cerises », mais je peux en générer plusieurs. Donc je mange des bananes, ok, très bien. Je mange des camions, je conduis des bananes, très bien. Voilà, donc c'est en particulier ça. Et en fait, rien que ça, donc c'est donc un exemple de quelque chose qu'on peut effectivement faire et nourrir avec un plus grand corpus de texte. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut... Alors pourquoi finalement s'arrêter aux séquences de phrases alors qu'on pourrait le faire sur des notes de musique? Voilà. Où j'ai effectivement donc la première séquence de ici c'est mi ré mi si ré do la, voilà. Et ici j'ai do mi sol do mi sol do mi do mi sol do mi. Donc j'ai le prélude de Bach et la lettre à Élise. Ok, donc je vais générer une séquence qui avec le même code qui fait ça. Voilà, mi ré mi. Bon d'accord, j'aimerais bien avoir une séquence un peu plus longue quand même. Voilà, hop, je prends cette séquence, et comment je fais pour lire cette séquence? Eh bien, en fait, avec un outil qu'on a vu ce matin, qui s'appelle Tricket.io, parce qu'ils permettent aussi de faire de la musique, avec un langage assez simple, donc hop, en combinant ça. Du coup, voilà, qu'est-ce que ça va donner en fait si je mélange la lettre à Élise et Bach? Donc en fait, finalement, la partie de la lettre à Élise, elle était qu'au tout début où il y a eu un ré dièse et ensuite il a vite pivoté à Bach et il est resté dans Bach. D'accord. Mais bon, voilà. Donc comme ça, en fait, ça permet justement en fait, à un jeune, bon, quel est le benefit à la fin, c'est que la machine, elle peut effectivement sortir des choses absurdes, mais on peut améliorer ça, en fait, par exemple en faisant des états avec 2 types de mots. Alors, la deuxième idée qu'on a eue justement pour faire des activités sympas à des étudiants, c'est parti de ce genre de plateforme en fait, où on permet
qui permet en fait de programmer un bot qui joue à un jeu. Il doit recollecter des billets, etc., maximiser son score. Et ensuite, il y a des tournois de ce genre de bot. Il y a également des choses similaires dans Tower Defense ou à la finale du concours ProLogin. Mais comme nous, on avait donc des étudiants de lycée, en fait, on s'était dit, bon, on va faire ça sur le jeu de Nîmes avec les allumettes où vous devez, comme dans Fort Boyard, vous devez tirer entre 1 et 3 allumettes. Et du coup, donc chaque joueur doit tirer entre 1 et 3 allumettes et celui qui prend la dernière perd. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que donc les étudiants, ils avaient fait du Python depuis un jour. Et en fait, on leur a demandé d'écrire un fichier Python qui contenait juste une fonction qui renvoie le nombre d'allumettes à retirer. Et on leur permettait de créer une... Donc, ils mettaient leur champion dans une arène, qui était un dossier partagé, Samba ou Dropbox. Et ensuite, on pouvait jouer des matchs comme ça, juste en faisant ça. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'était l'autre truc que j'avais ouvert. Donc, imaginez que vous ayez une bête fonction qui va juste renvoyer 2. Et donc une IA qui va faire le meilleur truc possible, etc. Mais en fait, on peut les faire s'affronter l'une contre l'autre, juste en faisant Python allumette, allumette.py qui va être ce qui définit les règles du jeu, le nombre d'allumettes, et chacun des fichiers en fait, JJ contre const. Et donc là, en l'occurrence, voilà, ça va dérouler la partie. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut donc imaginer qu'en fait, donc on a quelqu'un qui s'appelle Akame. Donc là à gauche, vous avez effectivement les champions qu'il y a eu parmi des différents étudiants. Donc il y a des gens qui sont améliorés au fur et à mesure. Et donc là, vous avez par exemple un champion. Et donc si jamais en fait Akame, donc Gigi joue en premier, Gigi a gagné, joueur 1. Et du coup, en fait, Akame, elle a envie de savoir comment ça marchait, comment ça marche Gigi. Alors, soit elle peut regarder le code, mais soit au départ, elle peut jouer contre. Donc, du coup, parce que input, c'est aussi un champion. Input, c'est un champion qui va justement demander aux joueurs de jouer. Donc, ça veut dire que là, du coup, lorsqu'on fait un tournoi entre Gigi contre input, du coup, on va jouer contre Gigi, qui joue en premier. Donc, combien on va retirer d'allumettes? Ah bah zut, moi je vais en retirer 3. Ah mais zut, il en reste une. Ah bah zut, là il en reste plus que 5. Et là je suis un peu nul, donc ça y est, j'ai perdu. Voilà. Et du coup, ce qui était amusant, c'est que comme ça en fait, donc avec très peu de lignes de code, je vais vous montrer à quoi ressemble Allumette. Donc là on a un usage où on explique. Et le principe, ça consiste effectivement à importer le fichier donc, qui est donné en paramètres et juste faire les règles de type ah bah tiens, tu n'avais pas le droit de jouer comme ça à chaque étape, et d'afficher à quoi ressemble la configuration. Et on l'a fait pour d'autres jeux en fait pendant cette époque-là. Donc ce qu'il y avait de sympa, c'est que hop là, les étudiants donc on avait des premières versions comme ça parce que forcément ils connaissaient pas tous modulo. Donc ils faisaient des premières versions et ils amélioraient leur code au fur et à mesure en rajoutant des boucles. Mais c'était voilà, Jonu 2.0, Jonu 2 et ainsi de suite. Et puis voilà, donc on a différents trucs. Triforce Pawa, c'est vachement chouette parce qu'ils peuvent choisir des noms sympas. Et ainsi de suite. Donc voilà, ce que je disais, c'est que en faisant donc ce petit truc, ce qui était intéressant, c'était que donc chaque étudiant s'améliorait et en fait, il pouvait regarder le code des autres, donc un peu comme dans Scratch en fait. C'est une bonne idée parce que genre, attends, mais pourquoi ton champion est toujours super fort et ainsi de suite, et ils apprenaient les uns des autres. Puis même, il y avait donc des jeunes qui étaient super contents enfin, au bout d'un moment, quand ils ont compris la stratégie gagnante, ils ont compris qu'ils pouvaient battre tout le monde, voilà, et qu'ils pourraient avoir régner une hégémonie sur le monde. Voilà. Et la troisième activité que je vais vous présenter, donc chaque fois on partait d'une inspiration, donc bon, on peut pas faire coder Netflix à des étudiants quand même, mais on peut quand même peut-être faire un équivalent qui réussit à leur faire comprendre quelque chose. Là en l'occurrence c'était de leur faire essayer d'imaginer un algo pour recommander des films à des gens. Donc on s'est limité au like et hate, donc c'est-à-dire la classification binaire. Et donc le problème c'était, imaginez que vous ayez donc différentes personnes, un peu comme la présentation qu'on a vue, que certains d'entre vous ont vu hier de Surprise.
si jamais je souhaite savoir, étant donné des notes qu'ont donné des gens à des films, trouver les notes manquantes, hein, ben comment on peut faire ça? Alors du coup, ce qu'on leur avait dit, c'était que l'idée c'était de trouver un score de similarité entre les gens, de trouver un certain nombre de personnes qui sont proches de la personne à qui on souhaite recommander des films, et de lui recommander ceux qu'ils ont aimés qu'elle n'a pas vu. Donc là, les données sont un peu... donc j'ai à la fois des plus qui veulent dire la personne a aimé, moins elle n'a pas aimé, et 0 je ne sais pas. Et du coup là, en fait, on leur demandait, à votre avis, aux étudiants, comment on fait pour... est-ce que Alice est proche de Bob ou pas? Alors là, on regarde un petit peu, bon, probablement pas, hein, puisqu'ils ont l'air d'être en désaccord, pas mal. Mais par contre, Alice a l'air relativement proche de Charles, puisqu'ils aiment tous les deux 007 et Toy Story 3. Et du coup, là, comme c'était facile pour elle de répondre bah non, mais Alice, c'est pas proche de Bob. Ok, mais comment on ferait pour calculer ça? Ah ben, on pourrait compter les points communs. Ok. Donc effectivement, on pourrait compter les points communs. Donc le score d'Alice et de Charles, à chaque fois qu'il y a un plus, eh ben, en fait, on compte plus 1, et à chaque fois qu'il y a un désaccord, ben, on compte moins 1. Et du coup, ça permet d'écrire une formule pour calculer effectivement la similarité entre deux personnes. En fait, on leur fait faire un produit scalaire, mais on ne dit jamais produit scalaire parce que bien sûr, il ne faut pas dire ça pour des étudiants, pour des enfants. Et du coup, donc ça permet effectivement de pouvoir faire ça. Et du coup, elles ont codé la fonction qui permet de savoir calculer le score entre les étudiants. Okay, bah une fois qu'on a le score entre tous les étudiants, quels sont les plus proches, hein, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a trouvé les voisins, comment on fait pour trouver à votre avis, est-ce que Alice va aimer Shrek 2 ou pas, sachant que ses voisins sont Charles, Daisy et Everett? Et du coup là, elle commence à dire ah bah oui, probablement, ah oui mais d'accord, mais comment probablement Shrek 2 ça va lui plaire et probablement Star Wars 4 ça va lui plaire. Ah bah pourquoi? Bah parce qu'il y a plus de plus. Ah bah d'accord. Et ensuite, on a fait donc calculer la moyenne pour avoir une estimation de ça. Et alors tout le code est disponible sur GitHub si ça vous intéresse. Ce qui était bien, c'est que à la fois en fait le même code, on pouvait l'exécuter soit sur ça ou sur 2movielens, c'est-à-dire 600 œuvres. Je vais vite fait présenter. Hop là, c'est sur github.com/mangaki/movielens. Et ce qui était bien, c'est que ça pouvait, en fait, il y avait un petit code de input à la fin pour proposer en fait aux étudiants de poser directement les questions. Bon, d'abord, on le fait sur la petite matrice facile, et ainsi de suite. Et ensuite, donc là, chaque fois, voilà, tout le code est bien découpé pour calculer toutes les prédictions. Et à la fin, en fait, ça demandait de répondre à des questions. Est-ce que tu as aimé ces films-là? Et en fonction, ça calculait toutes les prédictions et ça faisait effectivement des recommandations. Voilà. Alors, les avantages de cette activité, c'est que ces étudiants qui n'avaient absolument aucune idée de comment les systèmes de recommandation ou les pubs fonctionnaient, ils ont eu un petit peu effectivement vu comment on pouvait s'appuyer sur les autres étudiants, sur les autres utilisateurs, pardon, pour inférer les entrées manquantes. Et que effectivement ça marche pas dans tous les coups, mais ça marche pas à tous les coups, mais plus il y a de données, plus ça s'améliore. Et il y a même des étudiantes qui arrivaient à proposer des améliorations au modèle en disant ah oui mais en fait peut-être qu'il faudrait plus compter les choix de Bob, l'un des voisins qui est plus proche plutôt que ceux qui sont un plus loin, et ainsi de suite. Et voilà. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre quelque chose qui est partout, genre AlphaGo, d'essayer de trouver en fait une version qui est suitable for kids, hein, qu'on peut effectivement proposer comme activité à des jeunes, et de nous suggérer ces idées, et vous en trouverez d'autres sur cette page. Voilà, je vous remercie.